Au contour de l'eau, la série sonore en 4 épisodes qui vous transporte dans les paysages lagunaires, mais aussi dans le temps, à la découverte des ports antiques de la Narbonnaise. Épisode 1, du musée Narbovia au Grand Castellou à Narbonne. Aujourd'hui, léger vent du nord-ouest, le ciel est un peu couvert, mais c'est quand même le temps parfait pour enfourcher son vélo et quitter la ville de Narbonne. Alors aujourd'hui, je vous amène avec moi sur un parcours d'une dizaine de kilomètres entre eau douce et eau salée. On est en pleine zone humide pour rejoindre le domaine du Grand Castellou. Je m'appelle Valérie Lefayère, je suis géographe et conteuse et j'aime raconter le paysage en le traversant. Alors je ne serai pas seule pour vous accompagner dans ce voyage. Il y a Corinne Sanchez qui est archéologue au CNRS et Dominique Clément, ornithologue, qui seront là pour éclairer cette balade de leur savoir. Allez, on y va! Alors nous sommes au Narbovia, près du canal de la Robine, qui dans l'Antiquité était en partie l'Aude, donc l'Ataxe des Romains, qui était un cours d'eau extrêmement important pour la navigation fluviale notamment. Et ce fleuve faisait le lien entre la ville et la lagune, et l'embouchure était aménagée pour accueillir les bateaux. Je suis Corinne Sanchez, archéologue au CNRS. Narbonne est un lieu commercial extrêmement important avec des marchandises qui proviennent de toute la Méditerranée mais aussi de l'Atlantique. Et ça sur une longue durée puisqu'on a un auteur du IVe siècle qui s'appelle Ozone qui nous dit « Tout ce qui navigue dans l'univers vient aborder à tes quais ». Donc cette citation elle est très importante parce qu'elle montre effectivement l'ouverture maritime de Narbonne à cette époque. Donc là, on part de Narbovia et on va quitter le tumulte de la ville, les voitures, tout ce qui est anguleux, tout ce qui est très urbanisé, pour se retrouver sur le bord du canal de la Robine. On longe l'Ataxe, c'est-à-dire l'ancien lit de l'Aude, un fleuve tumultueux puisqu'il vient de la montagne et il a fini par changer de cours. Mais autrefois, il passait par là, par Narbonne, et les hommes se sont servis en fait de cet ancien lit qui n'était plus vraiment navigable pour creuser le canal de la Robine. D'un canal qui est une extension sud du canal du Midi. En fait, ça a été créé au XVIIe siècle pour relier l'Aude à la mer, et puis après il y aura un petit morceau supplémentaire qui sera construit pour relier ce canal de la Robine au canal du Midi. Robine, c'est canal. L'eau du canal, c'est de l'eau douce, douce comme le parcours de ce canal là dans cette plaine. Et on ne retrouvera bien sûr que l'eau saumâtre, l'eau salée, une eau un peu plus agressive que plus loin. Là, on a vraiment des frênes, des ormes, des roseaux, uniquement des plantes qui sont des plantes indicatrices d'eau douce. Donc on est avec de l'eau douce, là, qui est pas très très vive, hein, mais qui nous trace déjà un premier chemin, c'est assez réconfortant. On ne sait pas où on va, parce qu'on ne voit pas l'horizon, il y a des arbres de chaque côté de la rive, mais on y va. Et lorsqu'on va longer ce fleuve, on va reprendre une voie qui était très certainement, durant l'Antiquité aussi, une voie de halage, hein, pour tirer les bateaux depuis la berge. Et on traverse encore ici des zones humides jusqu'à arriver à un espace qui aujourd'hui est recouvert par l'agriculture récente, mais qui dans l'Antiquité était vraiment une zone en eau. Et ce cours d'eau, il est bien sûr important parce que c'est l'approvisionnement en eau de la ville de Narbo-Marcius, hein, Narbonne antique, qui est une grande capitale qu'on estime entre 30 et 40 000 habitants. C'est la capitale de ce qu'on appelle la Narbonnaise, qui va des Pyrénées aux Alpes. Lorsqu'on roule, que l'on voit ces vignes, ces champs, durant l'Antiquité, il faut imaginer de l'eau, avec des zones plus ou moins profondes, hein, qui va, au fil des ans, au fil des siècles plutôt, se colmater.
et ce qui explique maintenant cette mise en culture. Et effectivement, on a gagné sur ces terrains humides pour développer des terrains agricoles. On est dans un espace un petit peu hors temps, hors lieu, parce que un canal, normalement, c'est une voie de circulation. Donc ça doit être quelque chose d'assez actif, d'assez fréquenté. Mais aujourd'hui, il ne s'y passe plus grand-chose sur le canal de la Robine. Quelques péniches l'été, des promeneurs un peu tout le long de l'année. Et puis par contre, effectivement, on a repris le chemin de halage pour en faire une voie verte qui va relier Narbonne à la mer. Durant l'Antiquité, on est dans une zone où tout autour de Narbonne, il y a de l'eau. Donc on utilise toujours des embarcations. Donc il y a différents types d'embarcations, des plus petites, j'allais dire, aux plus grandes. Et justement, au musée Narbovia, on a sur des stèles des représentations de navires, et notamment de grands navires qui, eux, ne pouvaient pas être sur le fleuve, donc qui étaient plutôt au niveau de la mer ou de la lagune. En revanche, pour le fleuve, on va avoir des bateaux plus petits, des bateaux fluviaux, et qui sont équipés de ce qu'on appelle un mât de halage, donc pour pouvoir tirer ces bateaux depuis la berge et les amener jusqu'à Narbonne. Après quelques arbres, on se retrouve dans un univers agricole. Alors on devine des reliefs, c'est le massif de la Clappe qui va borner l'ancienne plaine de l'Aude et le séparer de la mer. Et puis là on a des grandes bâtisses qu'on devine être des bâtisses de domaine agricole, puisque dès qu'on est dans la plaine, l'utilisation hier comme aujourd'hui a été de mettre en valeur les plaines cultivables. Bonjour, merci. Là-bas, sur la rive droite, on devine les Pyrénées. Et si on tourne la tête encore un peu plus sur la droite, un peu plus proche de nous, là, on va deviner l'extension de la ville sur les contreforts du massif de Fontfroide. On a donc ce canal qui va s'écouler mollement, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne devine pas encore du tout l'espace maritime, la mer, c'est encore beaucoup trop loin. Ouh là là, alors là c'est carrément là, ça devient du VTT. Eh ben ouais, les racines des arbres, hein, elles s'expriment, même quand les platanes ont été coupés. On dirait que ça a été empiré. Et oui, il y a certains endroits qui étaient plus fragiles, alors du coup ça me fait très sauter. Voilà, ça met du piment dans notre balade. On arrive, le paysage s'ouvre encore et nous arrivons à Mandirac. L'écluse de Mandirac qui sera l'avant-dernière écluse avant la mer, puisque après il n'y aura plus que l'écluse de Sainte-Lucie avant d'arriver à Port-la-Nouvelle. On a la bâtisse de l'écluse avec l'ancienne école, filles-garçons, et la gare de Tournebelle. Donc qui dit gare dit voie ferrée, le chemin de fer. Et on devine qu'il va aller comme le chemin de halage vers les étangs. Et puis, sur la droite, on a le chantier de charpenterie de marine. Il y a des gros bateaux en bois qui sont amenés ici pour être restaurés. C'est Yann Pajot, selon des techniques anciennes, qui gère ce chantier. Et à 800 mètres vers l'ouest, on a découvert une épave antique, ce qui montre bien que dans l'Antiquité, on était dans une zone portuaire. Ce bateau antique est justement un bateau fluvial qui remontait la Taxe jusqu'à Narbonne. On sait que c'est un bateau fluvial parce que dans sa construction, son mât est vers l'avant, puisque c'est justement un mât de halage qui permettait de tirer ce bateau et de l'amener le long du fleuve jusqu'à la ville. La découverte du site de Mandirac s'est faite au début du XXe siècle, suite à des travaux agricoles qui ont remonté des grands blocs.
Et un archéologue qui s'appelait Henri Rousseau, qui avait développé la théorie des avant-ports de Narbonne, avait pensé que c'était ce qu'il appelait les quais de la Robine romaine. Et effectivement, c'était ça, c'est-à-dire que le fleuve Aude, durant l'Antiquité, passait par la zone de Mandirac. Il a ensuite changé de cours. Quand on a voulu reprendre ces recherches, on s'est appuyé sur d'autres documents, et notamment les photographies aériennes. Parce que sur les photographies aériennes, notamment celles de 1945, on voit très bien les différentes divagations du fleuve. Aujourd'hui, on bénéficie également de nouvelles méthodes de recherche, et notamment des prospections géophysiques, et qui ont permis là aussi d'avoir une cartographie de ces vestiges et de mieux comprendre où passait le cours du fleuve, d'autant qu'il était chenalisé, c'est-à-dire que les Romains ont construit 2 jetées pour éviter qu'il ne dévie et pour construire également des quais, ce qui explique que dans cette zone de Mandirac, on était finalement à un point très important pour le système portuaire narbonnais, puisqu'on était à l'embouchure de l'Aude, là où se faisait le trafic de passage des marchandises sur des bateaux de haute mer vers des bateaux plus petits, des bateaux fluviaux, qui eux peuvent remonter le fleuve jusqu'à Narbonne. Il y a 2000 ans, où est-ce qu'on était là ? Aujourd'hui, on est à Mandirac, on a, j'allais dire, les pieds sur terre. Si on était dans l'Antiquité, on serait sous l'eau, avec, pas une profondeur d'eau très importante, mais à peu près 3 mètres. Et 3 mètres au-dessus de nous, il y avait toute une activité liée au système portuaire de Narbonne, c'est-à-dire des embarcations qui naviguaient sur cette zone lagunaire. C'est finalement une zone extrêmement dense en activité. Il y a sans doute beaucoup de bateaux, puisqu'on a besoin aussi de beaucoup de main-d'œuvre pour faire tout ce transfert. On a ces quais qu'on a suivis sur 2 km de long, donc beaucoup de personnel qui est présent. Et on est dans une ambiance portuaire. Il y a les personnes qui s'activent, il y a le bruit du transbordement, des marchandises, le bruit des bateaux, bien entendu. Puis il y a aussi beaucoup d'odeurs, puisqu'on a beaucoup de marchandises qui transitent par là. On va avoir des amphores à sauce de poisson, on va avoir des amphores pour le vin, puis d'autres marchandises en vrac qui ont toutes aussi leur odeur. Et le paysage serait légèrement différent parce qu'on avait une étendue d'eau beaucoup plus importante. Déjà aujourd'hui, quand on regarde vers le sud, on a l'impression qu'on est sur la mer alors qu'on est véritablement dans la lagune narbonnaise. Si on regardait vers l'ouest, on verrait l'ancienne embouchure de l'Aude. Et ce que l'on voit également, c'est ce côté spécifique du Narbonnais, ce sont les reliefs. À la fois d'un côté le massif de la Clappe et les massifs des Corbières de l'autre. Et puis au niveau des étangs, ces îles comme l'île Sainte-Lucie, le massif également de Saint-Martin qui est dans la continuité de la Clappe, qui sont vraiment des marqueurs dans le paysage. Comme aujourd'hui, on est dans des zones complètement colmatées, grâce à ça, les vestiges se sont beaucoup mieux conservés parce qu'ils ont été à l'abri de l'air et de la lumière et malgré tout, toujours gorgés d'eau parce que le sous-sol reste gorgé d'eau. Et là, ça a permis de conserver tous les éléments en bois depuis 2000 ans. C'est-à-dire que lorsque les Romains ont construit des quais, ils ont utilisé des constructions en bois, des caissons en bois. Et aujourd'hui, ces constructions en bois qui sont sous nos pieds sont comme neuves. L'avantage également, c'est qu'on a pu retrouver des embarcations, et notamment un bateau antique, parfaitement conservé. Et là, c'est quelque chose qui est aussi exceptionnel, parce que lorsqu'on fouille dans un milieu marin, le bateau est très abîmé, notamment par les vers marins et par la mer, tout simplement. Alors que dans des zones lagunaires comme Mandirac, où finalement les sédiments ont scellé les vestiges, on a des bateaux, là aussi, quasiment dans un état neuf lorsqu'on les découvre, parce que le bois n'a pas bougé depuis 2000 ans.
Ce bateau, on l'a étudié parce que c'était une grande chance de pouvoir étudier un bateau comme ça qu'on peut observer hors d'eau, parce qu'on n'était pas finalement en fouille sous-marine. On a pompé l'eau qui était autour, on a pu faire beaucoup d'observations. Il a été entièrement relevé, étudié, et le choix a été fait de le laisser sur place et de le réenfouir. Voilà, on a fait une petite pause, on repart. Très très vite, on va retrouver les grands chemins en fait dans les zones humides pour voir le grand domaine qui est le Castellou. On a cette grande bâtisse en plusieurs parties sur un espace de 200 hectares. Là, on est vraiment au cœur des marais du Narbonnais. C'est une ancienne saline qui a été reconvertie en domaine viticole avant d'être acquise par le Conservatoire du Littoral en 1984 et qui est gérée en partenariat avec la commune de Narbonne et le parc naturel régional de la Narbonnaise. Tous les bâtiments ont été restaurés et on a la maison de la Narbonnaise avec tous les bureaux du parc naturel régional. Hop, et là il y a la bouscarle qui vient de chanter derrière. Cresserelle qui s'en va, hop, le cresserelle qui chasse là, hop, tac. Toi, lui, il repère les petites bestioles qui sont dans les roseaux quand même. Là, il va regarder la petite souris, la petite musaraigne aquatique là, qui se balade dans les roseaux et hop, il va la choper. Je suis Dominique Clément, ornithologue pour l'association Haute Nature. Les seuls grands massifs de roselières sont ceux qu'on voit au sud. Et les roselières sont ces grands massifs un peu jaunes d'or avec des tiges qui sont toutes garnies au sommet par une espèce de plumeau qu'on appelle souvent roseau. Le vrai terme c'est phragmite et l'ensemble de ces phragmites forment des grands massifs de roseaux qui sont des roselières et qui autrefois étaient utilisés pour faire des toits de chaume. La roselière est un milieu comme l'est la sansouire ou un présalé ou une garrigue. Ce sont des habitats protégés. Une cigogne qui passe là. Une roselière, c'est une manne très importante de biodiversité, c'est-à-dire pour notamment les insectes étant les proies principales de très très nombreuses espèces d'oiseaux. C'est aussi un endroit qui permet de filtrer l'eau. Et enfin, ce sont des éponges qui absorbent soit les coups de mer, soit les crues d'eau douce des rivières et des fleuves. Il faut savoir aussi qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a perdu plus de 60% de toutes les roselières et marais en France. Quand je discute avec des anciens qui sont nés dans le coin, qui me disent toujours, oui, autrefois les roselières, on les avait jusqu'au pied de la clappe. Et elles faisaient toutes de 2,50 m à 3 mètres de haut, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que la surface a diminué et surtout la hauteur aussi. Donc on peut dire pourquoi ? En fait, c'est tout simplement parce qu'il y a moins d'apport d'eau douce. Puisque la roselière, qui est composée de roseaux, de phragmites, en fait, pour se développer, elle a besoin d'eau douce. Donc si on regarde le Castellou, on voit ici devant nous une sansouire, donc où il n'y a pas de roseaux, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'eau douce qui circule sur ce site. Mais si on regarde un petit peu plus loin, là, à 200 mètres, on voit une immense zone de roselière. Donc là, c'est alimenté par des canaux en eau douce depuis le canal de la Robine. Et donc, voilà, on peut se poser la question, est-ce qu'il y en avait à l'époque romaine ? En termes de végétation, durant l'époque antique, dans ces zones lagunaires et marécageuses, on est quasiment dans la même configuration qu'aujourd'hui, avec cette présence notamment de roselières. Aujourd'hui, ce paysage est sensible, et si vous fermez les yeux, pouvez-vous entendre les bateaux antiques accoster ? Si cette balade a aiguisé votre curiosité, continuez l'exploration avec nous.
prochaine étape, du Grand Castellou à Port-la-Nautique. Merci à Valérie Lefayeur, Corinne Sanchez et Dominique Clément pour leurs éclairages. Et merci à vous, chers auditrices, pour votre écoute. Réalisation Alice Roy, production Narbovia et le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, coordination Jennifer Gomez, Marie de Verdeur, avec le soutien d'Odile Tanquéré, musique Martine Rousseau, Marie-Pierre Corren, Patrice Desmittes, Jean-Christophe Alix, de l'Orchestre d'improvisation libre du Patio des Arts, dirigé par Laurent Sahaï.